Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer le premier chapitre que nous avons déjà commencé dans la vidéo précédente, qui s'intitule Rappel des concepts fondamentaux de la mécanique quantique. Donc on a déjà fait la première partie et aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2. Alors le contenu de cette partie, on va voir la fonction d'onde et puis on va voir aussi l'équation de Schrödinger et des notions des ondes planes monochromatiques, la vitesse de groupe et la vitesse de phase. Donc voilà donc les quatre points sur lesquels on va parler dans cette vidéo. Alors on commence par le premier point, donc la fonction d'onde. Eh bien la fonction d'onde, parce qu'en mécanique quantique, on a déjà vu dans la vidéo précédente la notion d'onde de matière qui a été postulée par De Broglie, qui a été confirmée expérimentalement par la suite. Alors cette onde de matière qui est associée à une particule de mouvement, donc une particule de matière qui a une masse et qui est en mouvement avec une vitesse bien sûr bien donnée, la vitesse v. Elle est décrite par une fonction qu'on va noter psi de RT. Cette fonction est en général une fonction complexe. Okay. Alors cette fonction, on va l'appeler donc la fonction d'onde. Okay. Donc psi de RT, c'est une fonction d'onde. Bien sûr, elle va obéir à certaines propriétés que je vais donner tout à l'heure. Donc c'est une fonction d'onde qui va décrire cette onde de matière associée à une particule de matière. Okay. Bien. Alors, pourquoi il faut introduire cette fonction? Eh bien, parce que la notion de la trajectoire qu'on utilise en physique classique est complètement abandonnée en mécanique quantique. Donc, on ne va plus parler de la trajectoire, on ne va plus parler du fait qu'on peut suivre une particule, le mouvement d'une particule, c'est-à-dire on ne peut pas connaître sa position, sa vitesse. En même temps, on va voir donc le principe d'incertitude de Heisenberg dont on a parlé la dernière fois. Donc, il va se manifester dans ce cas. Bien, alors là, cette trajectoire va être remplacée par cette fameuse donc, fonction d'onde psi de RT et qui doit avoir les propriétés suivantes. Donc, la première propriété à laquelle, si vous voulez, obéir cette fonction, c'est le fait qu'il faut qu'elle soit de carré sommable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va prendre l'intégrale de cette fonction psi de RT, l'intégrale de son module au carré, l'intégrale du module au carré de psi de RT sur D3R, c'est-à-dire là on travaille à 3 dimensions, donc D3R ça veut dire dx, dy, dz lorsqu'on travaille avec les coordonnées cartésiennes. Alors cette intégrale-là de ce module au carré de psi sur D3R doit être finie, doit être bornée, il ne faut pas qu'il soit une intégrale infinie. Okay. Alors ce psi de RT aussi doit contenir toutes les informations sur l'état dynamique de cette particule. Donc, elle contient tout ce qu'on veut comme information. Donc, dans ce cas, donc, c'est psi de RT, cette fonction mathématique. Donc, je rappelle que c'est une fonction, c'est un être mathématique qui va décrire l'état physique de la particule. Alors, c'est un être mathématique. Quelle est son interprétation physique? Eh bien, l'interprétation physique de la fonction d'onde, c'est une sorte d'interprétation statistique qui va être donnée par le carré de son module. Donc, ce n'est pas psi de RT, mais c'est le module au carré, pardon. C'est le module au carré de psi de RT qui contient l'interprétation physique de cette fonction d'onde. Alors, si vous voulez, l'expression de ce module au carré, c'est le produit de psi étoile de RT multiplié par psi de RT. Psi étoile, c'est le conjugué, c'est la fonction conjuguée de psi de RT. Pourquoi? Car psi de RT peut être complexe. Alors, sans conjugué, lorsque vous avez un plus i, enfin, d'une part, vous allez avoir un moins i de l'autre côté, ok? C'est ça ce que ça veut dire, le conjugué. Donc, ce module au carré, c'est ce qu'on appelle la densité de probabilité de présence de la particule en une position R, en un point R, à un instant T. Donc, c'est la densité de probabilité de présence qui représente la grandeur physique dont on a besoin, mais pas la fonction mathématique psi de RT tout court. Alors, par la suite, la probabilité de trouver la particule dans un élément de volume dV est définie par dp qui est égal au produit de ce module au carré
de psi de RT multiplié par ce volume, ce petit volume dV. Ok, donc voilà, si vous voulez, la grandeur physique. Donc on a la densité de probabilité et la probabilité aussi, c'est une grandeur physique. Alors si on veut exprimer ou bien calculer la probabilité de trouver la particule dans tout l'espace, eh bien il suffit de faire l'intégrale sur tout l'espace de TV, sur tout le volume dans lequel est contenue la particule. Donc l'intégrale de ce dp sur tout l'espace est égale à une intégrale de, enfin là j'écris explicitement ce module au carré, donc c'est le produit psi étoile multiplié par psi, et j'explicite le dv en coordonnées cartésiennes. Donc on peut avoir d'autres coordonnées bien sûr, donc dx, dy, dz, donc on a trois variables, la dimension de l'espace est 3, et donc c'est une intégrale triple. Alors toute cette intégrale doit être égale à 1. Donc c'est la notion de la probabilité dont la valeur maximale est 1. Alors, lorsque cette intégrale est égale à 1, l'intégrale du module au carré, je le répète, du module au carré de la fonction d'onde dv sur tout l'espace est égale à 1, eh bien, c'est ce qu'on appelle la condition de normalisation de la fonction. Donc, c'est la fonction d'onde qu'on caractérise d'une fonction qui est dite normalisée. Dans ce cas, elle est dite normalisée, ou bien on peut dire aussi psi de RT est normée, donc on peut le dire comme on veut. Alors maintenant, l'équation de Schrödinger, c'est quoi? Eh bien, c'est une équation d'onde qui décrit l'évolution de la fonction d'onde dans l'espace et dans le temps, donc dans les deux coordonnées spatiales et temporelles. Alors, l'équation de Schrödinger peut déterminer, ou bien permet de déterminer la fonction d'onde à n'importe quelle position et à n'importe quel instant si on connaît la fonction aux conditions initiales, c'est-à-dire à une position R0 initiale, à un temps T0 initial. Donc, ce sont les conditions initiales. Donc, si on connaît cette fonction à cet état initial, on peut déterminer la fonction d'onde à n'importe quelle position ultérieure et un temps ultérieur. Bon, ce principe, on l'appelle le principe d'évolution, qui est similaire à celui que vous connaissez en mécanique classique. Lorsqu'on connaît si vous voulez, les conditions initiales, on peut déterminer n'importe quelle grandeur physique à un état ultérieur. Bien, un autre point ou bien un autre principe auquel obéit l'équation de Schrödinger vient du fait que, sachant que les ondes sont superposables, on a déjà parlé dans la vidéo précédente des interférences, c'est-à-dire lorsqu'on a un ensemble d'ondes, ils peuvent interférer constructivement ou bien destructivement. Donc, constructivement, il va y avoir, si vous voulez, un ensemble d'ondes qui sont en phase, donc ils vont se rajouter, donc ils vont construire ce qu'on appelle les franges brillantes. Et lorsqu'ils sont en opposition de phase, eh bien, ils vont se détruire. Donc, si vous voulez, ils vont s'annuler. Donc, c'est ce qu'on appelle les interférences destructives et qu'on peut voir sous forme des franges sombres. OK? Bien. Alors, puisque les ondes sont superposables, donc, en ce qui concerne notre équation de Schrödinger, on va dire que la superposition d'un ensemble de solutions de l'équation de Schrödinger est aussi une solution de l'équation. Donc voilà, donc vient du fait de cette propriété des ondes, la superposition d'un ensemble de solutions, bien sûr mathématiques. Si on prend la superposition de ces solutions, on obtient une solution aussi. Bon, si je veux expliquer à titre d'exemple, par exemple, on a une solution numéro 1, une solution numéro 2. Si je fais mathématiquement parlant la combinaison linéaire de ces deux solutions, le résultat est aussi une solution. D'accord? Une solution bien sûr, de l'équation de Schrödinger. Alors, ce principe, on l'appelle le principe de superposition. Donc, nous avons le principe d'évolution, c'est le premier. Celui-là, le deuxième, c'est le principe de superposition. Et puis, on a un troisième principe qui est obtenu par application du principe de correspondance. Bien, alors le principe de correspondance, c'est le fait de faire correspondre à toute grandeur physique classique, en mécanique classique, on va faire correspondre un opérateur mathématique en mécanique quantique. OK? Donc, à une grandeur physique misérable, bien sûr, en mécanique classique, on fait correspondre un opérateur mathématique. Alors, quel est le rôle de cet opérateur? Eh bien, il va agir sur la fonction d'onde. Donc, cet opérateur
va agir sur la fonction d'onde. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est la grandeur position. Donc, la position d'une particule, c'est une grandeur physique. Hein. Alors, à cette grandeur, on fait associer l'opérateur grand R. L'opérateur mathématique, en mécanique quantique, c'est grand R. Et ce grand R, il va agir sur psi de RT, sur la fonction d'onde. Le deuxième exemple, c'est l'impulsion. L'impulsion, bien sûr, c'est un vecteur. C'est l'équivalent de la quantité de mouvement, comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente. Hein. Donc, P, c'est un vecteur qui est égal à mv. Donc, V est un vecteur aussi. La vitesse est un vecteur. Alors, à cette grandeur physique, qui est l'impulsion, la quantité de mouvement, on fait correspondre cet opérateur-là, qui s'exprime moins I h bar nabla. Alors, nabla, c'est l'opérateur différentiel qui est le gradient. Donc, c'est le vecteur gradient que vous connaissez. H bar, c'est la constante de Planck réduite. Hein, donc, c'est H divisé par 2pi. Et I, c'est le nombre complexe. Donc, cet opérateur mathématique va agir sur la fonction d'onde en la dérivant par rapport aux variables spatiales. Donc, lorsqu'on utilise les coordonnées cartésiennes, donc c'est une dérivée d par rapport à x, d par rapport à y et la dérivée par rapport à z. Et puis, on pourra, si vous voulez, utiliser d'autres types de coordonnées, bien sûr. Alors, la troisième grandeur, ou bien le troisième exemple, c'est l'énergie totale du système E, à laquelle on fait correspondre cet opérateur IH bar, la dérivée par rapport au temps, la dérivée par rapport à t. OK? Alors, c'est cette dérivée qui va agir sur la fonction d'onde, si vous voulez, on la dérivée par rapport au temps. Le quatrième exemple, c'est la grandeur qui est l'énergie cinétique. Alors, EC, son expression, c'est P carré divisé par 2M, ou bien vous connaissez aussi 1 demi mv carré, mais là, on va utiliser en général cette expression-là. Alors, P, c'est mv, hein, donc là, j'ai m carré, v carré divisé par 2M, ça donne 1 demi mv carré, ok? Donc, à cette énergie cinétique P carré sur 2M, on va faire correspondre cet opérateur. Hein? Donc, P carré, c'est le carré de cette... Bon, l'opérateur correspondant, c'est le carré de cet opérateur-là. Hein? OK? Donc, on va avoir mon h bar au carré et le carré de Nabla. Hein? On sait que le carré de Nabla, c'est ce lambda-là qui est le Laplacien. D'accord? Donc, on va avoir, si vous voulez, à la grandeur qui est l'énergie cinétique, on va faire correspondre moins h bar carré divisé par 2m, le Laplacien qui est le lambda, qui va agir sur la fonction d'onde. Alors, le Laplacien, ce sont des dérivées secondes par rapport aux variables spatiales. Donc, c'est d carré sur dx2, d carré sur dy2, c'est la somme, hein, plus d carré sur dy2, plus d carré sur dz2. Donc, on va dériver la fonction d'onde sur les variables spatiales, si vous voulez, deux fois. Voilà donc des exemples d'opérateurs mathématiques qu'on utilise en mécanique quantique et qui correspondent aux grandeurs physiques classiques. Bien, donc avec ce principe de correspondance, on va construire notre équation de Schrödinger. Ok? Alors, on écrit tout d'abord l'énergie classique du système, donc c'est E égale à la somme, l'énergie totale du système, c'est E qui est égale à l'énergie cinétique, P carré sur 2M, plus l'énergie potentielle qui s'exprime V de RT. Voilà, donc c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, en utilisant ce principe de correspondance, hein, donc, on va faire correspondre les opérateurs à chaque grandeur, E, P carré sur 2M et V de RT, et puis on va les faire agir sur la fonction d'onde psi. On va obtenir l'équation suivante qui s'écrit IH bar, la dérivée par rapport à T de psi, qui est égale à moins H bar carré sur 2M la lambda, donc le Laplacien psi, plus V de RT psi. Donc voilà, vous voyez bien la correspondance, le principe de correspondance qui a été utilisé à partir de cette égalité-là, de cette expression. Et là, on définit l'opérateur H qui est égal à la somme de ces deux opérateurs, donc moins H bar carré sur 2M delta plus V de RT. Et ce H-là, on l'appelle l'opérateur hamiltonien du système. Donc, on va en parler souvent dans la suite de ce cours, et en particulier on va commencer dans le chapitre numéro 2, mais on va en parler à tout le temps. Hein, ok? Donc, cet hamiltonien-là, c'est l'opérateur qui correspond à l'énergie totale du système. Donc, d'une manière directe, on va écrire donc l'équation de Schrödinger sous la une forme simple, c'est IH bar d psi sur dt égale à H psi.
Donc H, c'est un opérateur qui va agir sur la fonction d'onde. Faites attention ici, parce qu'il y a en général les étudiants qui croient que c'est une multiplication. Bon, lorsqu'on a une égalité à droite, à gauche, puis on peut simplifier, mais non, c'est non, hein. Donc on ne peut pas simplifier. Donc là, le H, quand il va agir sur psi, on va avoir une autre forme de fonction. Donc c'est plus la fonction d'onde sous sa forme initiale, mais c'est une autre forme parce qu'on a déjà, on considère ici la dérivée seconde pour le delta. Bon, ce sont les dérivées secondes de psi, donc c'est plus la fonction initiale. Et du côté gauche, c'est la dérivée par rapport à t, la dérivée au premier ordre. Bien, alors cette équation, c'est une équation bien sûr différentielle. Il va avoir un certain nombre de solutions mathématiques. Hein, donc, mais il faut faire attention lors de la résolution, lorsqu'on fait la résolution de cette équation de Schrödinger, on va avoir un certain nombre de solutions mathématiques, mais on ne va retenir que les solutions physiques qui vont être compatibles avec le problème qu'on est en train d'étudier. OK, donc la résolution de l'équation de Schrödinger va donner un certain nombre de solutions mathématiques, mais on ne va pas les garder toutes. Parfois, on peut les garder toutes, hein, mais en général, il y a des solutions qui ne sont pas compatibles, hein, avec le problème ou bien le système qu'on est en train de traiter. Alors, pour ce faire, je vais vous donner un premier exemple, une application de la résolution de l'équation de Schrödinger. Donc, le premier exemple, c'est le cas d'une particule libre. Hein, donc, on va considérer une particule libre. Qu'est-ce que c'est une particule libre? Eh bien, c'est une particule qui n'est soumise à aucun potentiel extérieur. Autrement dit, son énergie potentielle est nulle. Hein, donc, V de RT égale à 0. Donc, son énergie totale est purement cinétique. Hein, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'énergie potentielle. Donc, elle va s'écrire de la manière suivante. E est égal à EC, qui est égal à P carré sur 2M. Hein, donc, l'énergie totale est une énergie qui est purement cinétique. On va remplacer tout ça dans l'équation de Schrödinger, qui va être une équation de Schrödinger particulière, hein, parce que c'est un cas particulier où on a annulé l'énergie potentielle et on appelle le système particule libre. Donc, à chaque fois que vous voyez un système qui s'appelle particule libre, bien, c'est un système dont l'énergie potentielle est nulle. Bien, donc l'équation de Schrödinger particulière s'écrit de la manière suivante. Donc, I h bar dψ sur dt égale à moins h bar carré sur 2m, le Laplacien qui agit sur π. Donc, c'est l'opérateur, hein, qui correspond à cette énergie cinétique, comme nous l'avons vu précédemment. Bien, alors, une solution particulière de cette équation de Schrödinger, c'est ce qu'on appelle l'onde plane monochromatique, et qu'on va noter en général OPM comme abréviation de cette écriture. Alors, cette onde plane monochromatique, il a été obtenu par analogie à l'équation d'onde classique des ondes électromagnétiques, qui s'écrit de la manière suivante. Hein. Donc, la fonction qui représente cette onde plane monochromatique s'écrit A exponentielle moins I oméga t moins K, le vecteur d'onde ici. Donc, le vecteur K, c'est le vecteur d'onde, scalaire R, donc c'est le vecteur position, oméga, c'est l'impulsion. Pardon, c'est la pulsation. Et le A ici, c'est l'amplitude de l'onde, hein, de notre onde, qui est l'onde électromagnétique. Alors faites attention là, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'onde électromagnétique, ce sont les ondes caractéristiques de la lumière. Hein. Nous, ici, on va traiter le cas de l'onde plane monochromatique. Ce sont les ondes planes monochromatiques qui vont être considérées comme les ondes associées à une particule de matière. Faites attention. Donc, à partir de cette expression, on va utiliser les relations de De Broglie qu'on a déjà vues dans la vidéo précédente, qui s'exprime E égale à H par oméga, c'est l'énergie, et P qui est égal à H bar K. Donc, en utilisant ces relations-là, on va déduire l'expression de l'onde plane monochromatique en termes de E et de P. Donc, voyez là bien que E divisé par H bar, c'est oméga, et P divisé par H bar, c'est K. Hein, donc là, ce sont des vecteurs, hein, et E, c'est un scalaire. Okay, donc, on peut utiliser l'une ou l'autre pour les ondes planes monochromatiques aussi. Mais quand on a considéré cette solution, eh bien, on l'a considérée en fait par analogie à l'équation classique, hein, de l'onde classique qui sont les ondes électromagnétiques.
Bien, là, je vais encore rappeler ces relations de De Broglie. Pourquoi? Eh bien, pour définir quelques relations utiles pour ce type d'onde. Donc, à partir de ces relations de De Broglie, on peut exprimer l'énergie totale de cette particule qui est égale à h bar carré k carré sur 2m. Hein. Donc là, c'est l'énergie cinétique. Hein. On a juste remplacé le P par h bar k. Et ici, on a P carré, donc on a h bar carré k carré. Et on va déduire la relation de dispersion correspondant à la pulsation oméga de k, qui est égale donc h bar k carré divisé par 2m. OK? Parce que E égale H par oméga, donc on simplifie par un H, donc il reste un seul H ici. Alors cette relation-là exprime, et celle-là aussi d'ailleurs, exprime les relations de dispersion quadratique de l'onde de De Broglie, ou bien l'onde de matière, qui est associée à la particule de matière, qui s'exprime oméga de K égale à une constante multipliée par K carré. Ça veut dire ici la variation de la pulsation en fonction du nombre d'ondes K est une variation quadratique, une variation en fonction de K carré. Hein? Regardez ici, et là aussi pour l'énergie. Et la constante, c'est H bar divisé par 2m. Donc cette constante-là, c'est H bar divisé par 2m. Et je rappelle ici ces mêmes équations de dispersion pour les ondes électromagnétiques. Pour les ondes correspondant à la lumière, les ondes électromagnétiques, vous les connaissez, c'est que la pulsation est égale à C multiplié par K. C, c'est la vitesse de la lumière et K, c'est le nombre d'ondes. Donc, vous voyez ici, la relation, elle est linéaire. Donc, la pulsation, elle varie en fonction du nombre d'ondes d'une manière linéaire dans le cas des ondes électromagnétiques. Tandis que pour les ondes planes monochromatiques, il va varier d'une manière quadratique, donc en K au carré. Ok, donc là, c'est juste euh, ces relations-là qui sont nécessaires pour comprendre la nature de ces ondes. Alors, l'onde plane monochromatique est bien une solution de l'équation de Schrödinger, mais malheureusement, il est non acceptable. C'est une solution mathématique, mais il est non acceptable physiquement. Pourquoi? Car on veut qu'une fonction d'onde soit de carré sommable. Comme je l'ai déjà souligné pour les propriétés à laquelle doit obéir la fonction d'onde, il faut qu'il soit de carré sommable, c'est-à-dire il faut que lorsqu'on exprime l'intégrale du module au carré de la solution sur tout l'espace, il faut qu'il soit fini. Alors on va le faire. Voilà notre fonction qui est l'onde plane monochromatique. On va écrire l'intégrale de son module au carré sur multiplié par dv sur tout l'espace. Bien, alors ce module au carré de cette fonction-là, qui est l'onde plane monochromatique phi p, lorsqu'on prend le module au carré ici, il y a cet exponentiel de moins i sur h bar. Bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas, mais c'est le module au carré d'un exponentiel i quelque chose. Et lorsqu'on prend le module d'un exponentiel plus ou moins, c'est la même chose, hein, que ce soit un plus ici ou bien un moins, donc le module était toujours égal à 1. Donc le module d'un exponentiel complexe, c'est 1, que ce soit exponentiel plus i quelque chose ou bien exponentiel moins i quelque chose, lorsqu'on prend le module, c'est 1. C'est-à-dire, ce qui va nous rester ici, juste le module de a carré. Quand on va remplacer la fonction, alors voilà, donc on a juste le module de l'amplitude au carré, car ceci est égal, le module de ceci est égal à 1. Alors le A, bon, bien sûr, le A, il peut être complexe aussi. Hein. Donc le module de A carré, c'est une constante. A, c'est une amplitude qui est constante. On peut la faire sortir de l'intégrale. Alors qu'est-ce qui va rester? Il va rester l'intégrale sur tout l'espace de dv. C'est-à-dire, lorsque j'explicite dv en dx, dy, dz, hein, donc ça va être une intégrale de 0 à plus l'infini sur dx, de 0 à plus l'infini sur dy et de 0 à plus l'infini sur dz. Donc c'est une intégrale qui va être égale à l'infini. Hein. Donc c'est une intégrale qui n'est pas bornée. Donc elle diverge. Donc cette solution n'est pas acceptable. Voilà donc un exemple de ce que je viens de dire tout à l'heure, une solution qui est bien mathématique, mais malheureusement, il n'est pas physiquement acceptable. Mais on arrive toujours à trouver des solutions. Eh bien, lorsqu'on va prendre une superposition d'une infinité de ces ondes planes monochromatiques, eh bien, regardez bien, on obtient bien une solution de carré sommable qui est bien une solution acceptable physiquement. Hein?
Donc là, l'essai a été fait. Alors, la superposition, nous l'avons déjà vu dans le principe de superposition auquel obéit l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire lorsque je prends un ensemble de solutions et je les superpose, eh bien, j'obtiens aussi une solution. Donc, la superposition d'une infinité d'ondes planes monochromatiques est une solution aussi de l'équation de Schrödinger, mais ce qui est bien, c'est que c'est une solution qui va être de carré sommable. Je vais l'illustrer dans la diapositive suivante. Et cette solution va être acceptable physiquement, mais pas l'onde plane monochromatique, malheureusement. Alors, l'illustration, là, je représente tout d'abord l'onde plane monochromatique, qui est la suivante, là, qui est caractérisée par son nombre d'ondes, hein, donc l'impulsion, qui est égale à h bar k, et qui est caractérisée aussi par la longueur d'onde, lambda, c'est-à-dire le Gp égale à h bar k, et qui est égal à h divisé par lambda. Bon, ces relations, nous les avons déjà vues aussi. Alors, lambda, c'est quoi? C'est la période spatiale. Hein. Donc, c'est la distance entre deux crêtes ici. Hein. Donc, c'est une période spatiale qui caractérise bon, l'onde. Et vous voyez ici, l'onde, c'est une onde qui va être progressive. Donc, donc la particule, on ne sait pas où se trouve. La particule, elle est non localisée dans cette représentation-là. Donc, c'est pour ça l'onde plane monochromatique elle n'est pas physiquement acceptable. Mais par contre, lorsqu'on prend un ensemble d'ondes planes monochromatiques, voilà ici, on a considéré juste 5, hein, on ne peut pas représenter une infinité, bien évidemment. Donc, 5 ondes planes monochromatiques, chacune a sa longueur d'onde lambda, hein, donc chacune a son P, a son impulsion P. Hein, donc, vous voyez bien, ils ne sont pas les mêmes, hein, ils n'ont pas la même longueur d'onde. Alors, la superposition de ces 5 ondes planes monochromatiques nous donne cette représentation-là qu'on va appeler le paquet d'ondes. Eh bien, ce paquet d'ondes, il est fini. Hein? Donc, il est fini, donc ça, il s'annule ici et il s'annule là. Donc, c'est pas, si vous voulez, c'est pas une onde qui va être progressive d'une manière infinie. Donc, il va avoir une largeur finie. Donc, on pourra dire que la particule, il est bien localisée dans un espace, dans un domaine bien donné. Okay? Donc, c'est pour ça, ça va être le paquet d'ondes qui est la superposition d'une infinité de solutions est une solution acceptable. Alors, ce paquet d'ondes va être défini, va être exprimé sous la forme suivante. Alors, voilà, donc cette superposition infinie, hein, donc parce que les variables sont continues, donc la sommation, c'est une intégrale, c'est pas une sommation discrète, bien évidemment. Donc, voilà notre onde plane monochromatique, hein, qui est caractérisée par son impulsion, son P. Hein, donc, on intègre sur la variable P, qui est l'impulsion. Et chaque onde plane monochromatique, elle a une amplitude caractéristique. Hein, donc, c'est pour ça qu'on va écrire F de P. Donc, F ici, ça remplace l'amplitude A que j'ai donnée tout à l'heure lorsqu'on a considéré une seule onde. Hein. Donc, ça va être une fonction de P. Donc, l'amplitude euh, va changer selon chaque onde plane monochromatique qui est caractérisée par chaque impulsion. Okay. Alors, cette intégrale-là, on va l'exprimer sous une forme que vous allez peut-être, enfin, je suppose que vous allez reconnaître cette intégrale-là. On pourra l'écrire. Cette intégrale est égale à, c'est une intégrale donc d'une fonction que j'appelle psi bar de p de t qui multiplie l'exponentielle i p scalaire r divisé par h. Eh bien, cette fonction, on a considéré, c'est le produit de ce f de p multiplié par exponentielle moins i e t divisé par h bar. Donc, on l'a appelé psi bar de p de t. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez quelque chose là pour cette intégrale. C'est quelque chose que vous avez déjà vu dans le semestre précédent. Hein. Donc, cette fonction-là, quand il est dans l'intégrale, bien sûr, c'est psi de rt qui est égal à tout ça. Hein. Alors, cette fonction-là, psi bar p de t, eh bien, c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier de la fonction d'onde. Okay. Donc, la fonction d'onde, psi de rt, lorsqu'on a une intégrale de ce type-là d'une fonction qui multiplie exponentielle p scalaire r sur h bar, eh bien, cette fonction-là, ça, on l'appelle la transformée de Fourier. Et psi de rt, on l'appelle la transformée de Fourier inverse. Hein, donc, si ça vous rappelle quelque chose. Hein. Bien. Alors, ce que je rappelle aussi, c'est que ces deux fonctions, que ce soit la transformée de Fourier psi bar p de t, ou bien la fonction d'onde, psi de rt, toutes les deux, elles obéissent, elles vérifient ce qu'on appelle l'égalité de Parseval-Plancherel.
Cette égalité aussi, vous l'avez déjà vu en S4, mais peu importe, on va la voir d'ailleurs dans le chapitre suivant, quand on va voir le formalisme. Donc là, je note juste le fait qu'il vérifie cette égalité. On va voir d'une manière plus détaillée ces notions de fonction d'onde transformée de Fourier et cette égalité de Parseval-Plancherel qui va être très très importante quand on va voir le formalisme. Bien, alors la dernière partie de cette vidéo, c'est la notion de ce qu'on appelle la vitesse de phase et la vitesse de groupe. La vitesse de phase, on la note Vφ et la vitesse de groupe, on la note Vg. Alors, la vitesse de phase, c'est quoi? Eh bien, c'est la vitesse de propagation des plans d'égale phase de l'onde progressive. Donc, chaque onde plane monochromatique, c'est une onde progressive. Hein. Donc, chaque onde plane monochromatique va avoir une vitesse qu'on appelle une vitesse de phase. OK? Alors, je rappelle l'expression des ondes planes monochromatiques que nous avons vu tout à l'heure. Eh bien, chaque onde plane monochromatique qui va composer, bien sûr, le paquet d'ondes va avoir cette vitesse V de phi qui est définie sous forme oméga divisé par k. Donc, j'ai considéré cette expression-là. On prend donc la pulsation oméga et on la divise par le nombre d'ondes k. Ça nous donne la vitesse de phase. Donc, je rappelle que chaque onde plane monochromatique elle est caractérisée par son nombre d'ondes k. Okay, donc, la pulsation oméga divisée par k, ça nous donne la vitesse de phase. Mais on peut aussi utiliser l'expression suivante, c'est-à-dire on considère E divisé par P, donc l'énergie divisée par l'impulsion. À partir de cette relation-là, eh bien, elle est obtenue, alors on va multiplier juste ici par H bar, et là par H bar, on va avoir H bar oméga divisé par H bar K, et H bar oméga c'est E, et H bar K c'est P. Donc on peut utiliser cette deuxième relation aussi. Il y a aussi une troisième relation, là je vous donne la forme que vous voulez utiliser selon les données, bien sûr, du problème. Alors, la vitesse de phase s'exprime aussi sous forme de E divisé par H bar K. Donc là, le E, c'est sa relation de dispersion en fonction de K. Donc là, P égale H bar K. Donc voilà, donc on a le choix d'utiliser l'une ou l'autre de ces trois expressions. Donc c'est ça la vitesse de phase. Alors, la vitesse de groupe, c'est la vitesse de déplacement du maximum central du paquet d'ondes. Hein, donc là, c'est l'onde plane, chaque onde plane monochromatique, tandis qu'ici, c'est le déplacement du paquet d'ondes. Paquet d'ondes qui est composé d'ondes planes monochromatiques. Hein. Elle est définie par la relation suivante. Donc, Vg égale la dérivée de oméga par rapport à k. Donc, j'ai déjà donné précédemment la relation qui fait lier la pulsation avec le nombre d'ondes, c'est la relation des dispersions. Donc là, il suffit de faire la dérivée, hein, donc de oméga par rapport à k. On peut aussi écrire la dérivée de l'énergie par rapport à l'impulsion aussi, donc c'est la même chose. Hein, donc là, cette relation, elle est obtenue directement. On multiplie ici dans le numérateur par h bar et ici dans le dénominateur par h bar. Hein. Donc h bar oméga c'est E et h bar k c'est P. On peut utiliser aussi une troisième expression, c'est la dérivée de E par rapport divisé par h bar dk. Donc dérivée de E par rapport à dk, par rapport à k, et là on multiplie par h. Donc on pourra choisir l'une ou l'autre de ces trois expressions aussi. Bien, alors pour illustrer d'une manière un petit peu plus claire ces deux types de vitesse, la vitesse de phase et la vitesse de groupe, eh bien voilà un paquet d'ondes, voilà une forme d'un paquet d'ondes qui est composé d'ondes planes monochromatiques. Hein. Donc il y a l'ensemble qui est en mouvement, l'ensemble qui se déplace. Donc ce qui est à l'intérieur se déplace à la vitesse de phase, vous voyez bien le point là, et ce qui est à l'extérieur, hein, donc ici en violet, se déplace avec une vitesse qui est la vitesse Vg, qui est la vitesse du groupe. Hein, donc, le déplacement de l'ensemble à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, je rappelle aussi une relation que vous avez déjà vue donc, le semestre précédent, c'est juste comme rappel, lorsqu'on considère une particule relativiste, hein, relativiste, c'est-à-dire il a une vitesse qui est très très grande, enfin, elle est plus proche de la vitesse de la lumière, hein, donc ces deux vitesses Vg et Vφ sont liées par cette relation-là. Le produit de la vitesse de groupe avec la vitesse de phase est égal à c carré. C, c'est la vitesse de la lumière. Donc, c'est une relation qui est valable lorsqu'on considère une particule relativiste. Une autre relation avec laquelle je vais finir ces notions de vitesse de groupe et vitesse de phase, c'est que la vitesse de groupe, en fait, elle est égale
la vitesse de groupe, c'est la vitesse du paquet d'ondes, hein, comme je l'ai dit, est égale à la vitesse réelle, à la vitesse physique de la particule, de notre particule de matière. Donc, on a considéré une particule de matière qui se déplace à une vitesse v, et il se trouve que cette vitesse de groupe, la vitesse du paquet d'ondes, est égale à cette vitesse de la particule, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va lire dans cette relation-là, dans cette égalité? C'est la manifestation de la notion de la dualité onde-corpuscule. Donc, aussi, ça veut dire onde-corpuscule. Donc, cette relation représente la dualité onde-corpuscule. Donc, la vitesse de la particule de matière, du corpuscule de matière, est égale à la vitesse de l'onde, du paquet d'ondes qui est associé à la particule. Okay? Donc, voilà, cette relation contient cette notion de dualité. Bien, eh bien, on va terminer par cette petite animation pour que vous voyez bien ces deux types de mouvements. Donc, le mouvement interne, qui est le mouvement des ondes planes monochromatiques, et puis il y a le mouvement, le déplacement de l'ensemble, hein. Donc, l'ensemble de ce paquet d'ondes se déplace à la vitesse de groupe, hein, lorsqu'on prend la totalité, donc la globe qui englobe toute cette courbe-là, il se déplace à la vitesse de groupe, hein, et ce qui est à l'intérieur, vous voyez bien qu'il se déplace aussi, il se déplace à la vitesse de phase. Donc, il y a deux types de déplacements qui sont en même temps, hein, donc la vitesse de groupe et la vitesse de phase. Et voilà, donc je termine avec cette représentation, cette animation. Et on va continuer donc la dernière partie de ce chapitre dans la vidéo, dans une prochaine vidéo. Et je vous remercie pour votre attention.